Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre Avoir le courage d'être heureux. Nous nous étions arrêtés à la deuxième partie qui s'intitulait Pourquoi refuser la récompense et la punition. Je vous invite à aller la voir avant de commencer cette lecture si vous ne l'avez pas écoutée. Y étaient abordées principalement les relations avec les enfants en classe, l'apprentissage des enfants, de manière égale, sans punir, sans récompenser. Je vous laisse aller checker ça. Vous avez également les liens des livres dans la description, le premier tome et ce tome-là. Et on commence tout de suite la troisième partie qui s'appelle Du principe de compétition au principe de coopération. C'est parti. L'objectif de l'éducation est l'autonomie et l'éducateur est à conseiller. Au départ, le jeune homme avait compris ces deux termes selon leur définition conventionnelle et il n'y avait pas beaucoup réfléchi. Cependant, au fur et à mesure que la discussion progressait, ses doutes quant à sa propre politique éducative se sont rapidement amplifiés. Est-ce que mon approche du respect des règles et de l'ordre est totalement erronée ? Ai-je craint l'autonomie de mes élèves et lui ai-je fait obstacle ? Non, en aucune manière. J'ai toujours soutenu leur autonomie, cela ne fait aucun doute. La philosophie assis devant lui caressait silencieusement son stylo plume. Regardez-le, tellement distant et triomphant. Le jeune homme humidifia ses lèvres rêches avec du café et se mit à parler d'une voix tourmentée. Nier le développement basé sur les félicitations. Le jeune homme, l'éducateur ne doit pas être un juge, mais plutôt un conseiller toujours présent pour l'enfant. Et la réprimande est un comportement qui ne fait que révéler sa propre immaturité et susciter le mépris. L'objectif final de l'éducation est l'autonomie, et il ne faut pas faire obstacle à cette voie. Très bien. Pour l'instant, j'accepterai qu'il ne faut pas réprimander, mais seulement si vous approuvez ma prochaine question. Le philosophe. Et quelle est ta prochaine question ? Nous discutons souvent avec des collègues et des parents de la question de savoir si l'éducation des enfants est basée sur les réprimandes et l'éducation des enfants basée sur les félicitations sont bonnes ou mauvaises. Il va sans dire que l'éducation des enfants basée sur les réprimandes est impopulaire. Cela est probablement dû aux tendances de notre époque, et il y a beaucoup de gens qui la rejettent d'un point de vue moral. Je suis moi-même en grande partie d'accord avec ce point de vue, car je n'ai aucune envie de réprimander. D'un autre côté, l'éducation des enfants basée sur les félicitations a un énorme succès. Pratiquement personne n'y renonce directement. Je suppose que c'est ainsi. Cependant, Adler va jusqu'à renoncer aux félicitations. Il y a 3 ans, lorsque je vous ai demandé pourquoi, votre réponse a été à peu près la suivante. Dans l'acte de féliciter, il y a le jugement d'une personne compétente vis-à-vis d'une personne incompétente, et son objectif est la manipulation. En conséquence de cela, il ne faut pas féliciter. En effet, c'est ce que j'ai dit. J'y ai cru, et j'ai pratiqué fidèlement l'éducation sans félicitation. Cependant, cela n'a duré que jusqu'au moment où mon erreur a été remarquée par un certain élève. Cela s'est passé il y a plusieurs mois. L'un des enfants les plus problématiques de notre école a remis un rapport de lecture qu'il avait rédigé. C'était un devoir libre pour les vacances d'été, et à mon grand étonnement, il avait lu L'étranger de Camus. J'ai été fort étonné qu'il ait écrit au sujet de ce livre. C'était un essai magnifique, débordant de cette sensibilité rafraîchissante que seul un garçon en pleine puberté pouvait posséder. Lorsque je l'ai lu, et avant même de m'apercevoir de ce que je faisais, je l'ai félicité. Je lui ai dit « Quel beau travail! Je n'avais aucune idée que tu étais capable d'écrire une si belle composition. Ça a totalement changé ce que je pensais de toi. » Je vois. Au moment même où je l'ai dit, j'ai su que j'avais commis une erreur. Ces mots, ça a totalement changé ce que je pensais de toi en particulier, étaient remplis de ce jugement d'en haut, dont parle Adler. Je suppose que vous pourriez dire que je le rabaissais. Oui, parce que sans cela, ces mots ne te seraient pas venus à l'esprit. Quoi qu'il en soit, je l'ai effectivement félicité. De plus, je l'ai fait avec des mots empreints d'un jugement non déguisé. Alors, quel genre d'expression pensez-vous que cet enfant difficile a eu sur son visage en entendant ces mots ? A-t-il été rebuté ? Ah, si seulement je pouvais vous montrer la tête qu'il a faite. Il m'a adressé un tel sourire comme il ne m'en avait jamais montré auparavant, le sourire d'un garçon vraiment pur et innocent. C'était comme si jusque-là, j'avais eu la tête dans le brouillard et que désormais, celui-ci se dissipait devant mes yeux. Et je me suis dit, mais
Quelle est cette histoire avec Adler? Pour m'être laissé prendre dans ce charlatanisme, j'ai donné une éducation qui ne pouvait que me priver d'un tel sourire, d'une telle joie. Quel genre d'éducation est-ce là? C'est ainsi que tu as commencé à exprimer des félicitations. Oui, tout à fait, j'ai félicité sans hésitation, et pas seulement cet élève, mais les autres aussi, et lorsque j'ai fait cela, ils avaient l'air contents, et ils ont fait des progrès dans leur travail scolaire. Plus je les félicitais, plus ils montraient de dynamisme, je ne pouvais y voir qu'un cycle positif de croissance. Et tu as obtenu d'excellents résultats. Oui, mais bien sûr, je ne les félicitais pas tous, sans discernement. Je les félicitais en fonction de leur niveau d'effort et de réussite, parce que si je procédais autrement, mes compliments n'auraient été que des mensonges. Cet enfant difficile qui a écrit ce compte-rendu de lecture est devenu un véritable rat de bibliothèque. Il lit des tonnes de livres et écrit des essais à leur sujet. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Comme les livres peuvent ouvrir le monde. J'imagine que bientôt, la bibliothèque de l'école ne sera plus suffisante pour lui et il commencera à fréquenter la bibliothèque de l'université, la bibliothèque où j'avais l'habitude de travailler dans le passé. S'il fait cela, ce sera assez impressionnant. Je sais, et je suis certain que vous allez rejeter cela. Vous allez me dire que c'est une demande d'admiration et la première étape d'un comportement problématique. Mais, voyez-vous, la réalité est totalement différente. Même si son objectif au départ n'était pas de recevoir des félicitations, il aura bien vite découvert la joie d'apprendre et le plaisir d'accomplir quelque chose. Et je suis certain qu'il ira au bout de ses études et se lancera dans le monde en toute indépendance. Donc, cela mène à ce qu'Adler appelle l'autonomie. Peux-tu vraiment affirmer cela avec certitude? Je vous en prie, reconnaissez-le clairement. Quoi que vous en disiez, grâce aux félicitations, ces élèves ont retrouvé leur sourire et leur ambition. C'est là une éducation que je donne avec toute l'ardeur de mon corps et de mon âme à des êtres humains de chair et de sang vivant dans le monde réel. Quelle chaleur y a-t-il dans l'éducation d'Adler? Quel visage souriant! Eh bien, réfléchissons ensemble à ce propos. Pourquoi s'en tenir au principe « il ne faut pas féliciter dans le cadre de l'éducation » ? Il y a des enfants qui apprécient d'être félicités et qui en retirent des bénéfices. Alors, pourquoi ne pas les féliciter? Que risque-t-on en s'engageant dans des félicitations? Je me demande quel argument vous allez encore me concocter. Écoutez, je ne ferai aucune concession ici. Si vous comptez revoir vos arguments, c'est le moment. La récompense suscite la compétition. Le philosophe. Tout à l'heure, j'ai abordé le sujet de la classe comme étant une nation démocratique. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Le jeune homme. Lorsque vous avez commencé à traiter les gens de fascistes, comment pourrais-je oublier cela? Ensuite, je t'ai fait observer qu'une organisation qui est sous le joug d'un dictateur ne peut échapper à la corruption. Lorsque nous réfléchissons un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi il en est ainsi, la raison pour laquelle il ne faut pas féliciter devrait également devenir évidente. Dites-moi. Dans une communauté soumise à une dictature au lieu d'une démocratie établie, toutes les règles concernant ce qui est bien et ce qui est mal sont déterminées à la seule discrétion du dirigeant. C'est bien sûr le cas pour les nations, mais aussi pour les personnes morales, et il en va de même dans les familles et les écoles. Dans ces communautés, ces règles sont appliquées de manière parfaitement arbitraire. Les entreprises avec une hiérarchie pyramidale et autres en sont le parfait exemple. Bien que l'on puisse penser que les dirigeants dictatoriaux sont méprisés par leurs citoyens, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, il y a probablement plus d'exemples dans lesquels ils bénéficient de l'ardent soutien de leurs citoyens. Pourquoi penses-tu qu'il en est ainsi? Parce que le leader a un certain attrait charismatique? Non, ce n'est pas pour cela. Ce n'est qu'une raison secondaire, superficielle. La raison principale est liée à la présence d'un système impitoyable de récompense et de punition. Pardon? Comment cela? On est sévèrement puni pour avoir enfreint les règles et félicité pour y avoir obéi. Et on reçoit de la considération. En d'autres termes, les gens n'obéissent pas vraiment parce qu'ils soutiennent le dirigeant ou parce qu'ils adhèrent à ses pensées et croyances, mais tout simplement parce qu'ils ont pour objectif d'être félicités ou de ne pas être réprimandés. C'est exact, c'est ainsi que le monde fonctionne. Or, voici le problème. Dans cette communauté où les gens se rassemblent dans le but d'être félicités, émerge la compétition. On trouve vexant que les autres soient félicités, et on est fier de l'être soi-même. On se préoccupe constamment de savoir comment faire pour être félicité en premier
et plus souvent que tout le monde. Et au-delà de cela, on se demande comment obtenir le monopole des faveurs du dirigeant. De cette manière, la communauté est contrôlée par un principe de compétition pour la récompense. Vous ne faites que tourner autour du pot, donc vous n'aimez pas la compétition, c'est ça? Acceptes-tu la compétition? Je l'accepte sans réserve. Il me semble que vous vous concentrez uniquement sur les aspects négatifs de la compétition. Pensez-y de manière plus large, que ce soit dans nos études, dans nos événements artistiques et sportifs, ou dans nos activités économiques. Une fois que nous sommes entrés dans la vie active, c'est grâce à la présence de nos rivaux qui suivent la cadence à nos côtés que nous continuons à intensifier nos efforts. Le principe de la compétition est à la base même de la force qui fait avancer notre société. Est-ce bien vrai? Lorsque les enfants sont soumis au principe de la compétition et poussés à affronter les autres, que penses-tu qu'il se passe? Le concurrent devient un ennemi. Bientôt, les enfants commencent à adopter un style de vie dans lequel ils croient « tous les autres sont mes ennemis » et les autres cherchent toujours des opportunités pour me piéger et ne doivent jamais être sous-estimés. Pourquoi une pensée tellement pessimiste? Vous n'avez aucune idée de la mesure dans laquelle l'existence d'un rival agit comme un stimulus pour la croissance humaine, ni à quel point un rival peut être un ami proche sur lequel on peut compter. Je suppose que vous avez passé toutes vos journées absorbées par la philosophie et que vous avez vécu une vie solitaire, sans amis proches ni rivaux. Voilà que vous commencez à m'inspirer de la pitié. J'accepte pleinement la valeur d'avoir un ami fidèle qu'on peut appeler un rival. Cependant, il est nullement nécessaire d'entrer en compétition avec ce dernier et de lui faire concurrence. Vous acceptez les rivaux mais pas la compétition. Oh mon Dieu, vous vous contredisez déjà. La maladie de la communauté. Le philosophe. Il n'y a pas de contradiction ni quoi que ce soit de ce genre, et c'est de considérer la vie comme une sorte de marathon. Des rivaux courent à côté de toi. Comme ce peut être stimulant et rassurant, cela ne pose aucun problème. Cependant, dès l'instant où l'on a l'intention de vaincre ce rival, la situation change du tout au tout. L'objectif de départ, qui aurait dû être de terminer la course ou de courir vite, se transforme en celui de vaincre cette personne. Le rival, qui aurait dû être notre ami fidèle, se transforme en ennemi qu'il faut écraser. Et cela suscite toutes sortes de manigances pour obtenir la victoire et jusqu'à des interférences et des comportements déloyaux. Même après la course, on est incapable de célébrer la victoire de son rival et on se débat avec des sentiments de jalousie et d'infériorité. Le jeune homme, et c'est pour cela que la compétition est inacceptable. Partout où il y a de la compétition surgissent des manigances et des injustices. Il n'est pas nécessaire de vaincre quelqu'un. N'est-il pas suffisant de parvenir à terminer la course? Pas du tout, vous êtes tellement naïf. Vous êtes naïf de penser cela. Alors, cessons d'utiliser cet exemple du marathon et revenons à la société actuelle, réelle. Contrairement à une course dans laquelle les gens se disputent le meilleur temps, dans une communauté dirigée par un dictateur, il n'y a pas de critères bien définis pour gagner. Dans une salle de classe, il y a d'autres aspects que le travail scolaire qui peuvent influencer les décisions que nous prenons. Et tant que les critères d'évaluation ne seront pas clairement définis, le monde sera envahi par des gens qui freinent leurs semblables, qui s'attribuent le mérite du travail d'autrui et qui flattent leurs dirigeants pour n'obtenir de la reconnaissance que pour eux-mêmes. Tu as été témoin de ce genre de choses, même sur ton lieu de travail, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Afin d'éviter que de telles situations ne surviennent, une organisation doit mettre en place une véritable démocratie. Sans récompense, ni punition, et sans compétition. Je te prie de considérer qu'éduquer, en essayant de manipuler les gens avec des récompenses et des punitions, est une attitude qui ne pourra pas être plus éloignée de la démocratie. Alors, dites-moi ceci, selon vous, qu'est-ce que la démocratie? Quel genre d'organisation ou de communauté qualifieriez-vous de démocratique? Une communauté dont le fonctionnement n'est pas basé sur le principe de compétition, mais sur le principe de coopération. Le principe de coopération? Placer la coopération avec les autres au-dessus de tout, au lieu de la compétition avec les autres. Si tu peux apprendre à gérer ta classe selon le principe de la coopération, tes élèves seront susceptibles d'adopter une vision de la vie dans laquelle ils considèrent que les autres sont mes camarades. Ah, allons-y tous ensemble et faisons de notre mieux. Ce genre de rêve chimérique ne tient plus la route, même dans les jardins d'enfants d'aujourd'hui.
Supposons qu'un élève se soit livré à plusieurs reprises à des comportements problématiques. De nombreux enseignants se diraient « Que dois-je faire avec cet élève ?» Ils se demanderaient s'ils devraient féliciter, réprimander ou ignorer ce garçon, ou s'ils devraient adopter une approche différente. Puis, ils le convoqueraient dans une salle des professeurs et lui parleraient individuellement. Mais cette manière de penser est inappropriée. Comment cela ? Le problème ici est que le principe de compétition qui prévaut dans toute la classe, et non pas le fait que ce garçon se soit livré à un comportement problématique parce qu'il était une mauvaise personne. Si par exemple il avait une pneumonie, le problème ne serait pas qu'il en souffre en tant qu'individu, mais que toute la classe en serait gravement atteinte dès le départ. Son comportement problématique est apparu comme un symptôme de cela. C'est la manière de penser de la psychologie adlérienne. Une maladie de toute la classe ? Oui, c'est une maladie qu'on appelle le principe de compétition. Le rôle des éducateurs est alors d'examiner la communauté dans laquelle se produit ce comportement problématique et non l'individu qui s'y livre. Et puis, au lieu de chercher à soigner l'individu, ils devront traiter la communauté dans son ensemble. Comment traite-t-on une classe atteinte de pneumonie ? On cesse de récompenser et de punir. On étouffe continuellement la compétition dans l'œuf. On débarrasse la classe du principe de compétition. C'est le seul moyen. Ce serait impossible et on obtiendrait l'effet inverse. Avez-vous oublié que j'ai déjà essayé l'éducation sans félicitations et que ce fut un échec ? Oui, je sais. À ce stade, prenons un peu de recul et faisons un bilan de nos points de discussion. Tout d'abord, le principe de compétition basé sur la force et le classement aboutit toujours à des relations verticales, parce qu'il crée des gagnants et des perdants, ainsi que les relations hiérarchiques qui existent entre eux. D'accord. Les relations horizontales prônées par la psychologie adlérienne sont quant à elles imprégnées du principe de coopération. On ne rivalise avec personne et il n'y a ni victoire ni défaite. Peu importe s'il y a des différences de connaissances, d'expérience ou de capacité entre soi et les autres. Tous les individus sont égaux, indépendamment de leur réussite scolaire ou de leur performance au travail. Et c'est dans l'acte même de coopérer avec les autres que la construction d'une communauté prend tout son sens. C'est donc de cela que vous parlez lorsque vous faites référence à une nation démocratique ? Oui. La psychologie adlérienne est une psychologie de la démocratie, basée sur des relations horizontales. La vie commence par l'incomplétude. Le jeune homme. Bien, les points de divergence sont clairs. Vous affirmez que ce n'est pas un problème individuel, mais de toute la classe. Que le principe de compétition qui règne dans la salle de classe est la racine de tous les maux. Mais en revanche, je me concentre sur l'individu. Pourquoi donc ? Eh bien, pour reprendre vos mots, le respect. Chaque élève avec sa personnalité unique existe en tant que magnifique être humain. Il y a toutes sortes d'élèves. Certains sont calmes et disciplinés, certains bruyants et brillants, d'autres sérieux et d'autres encore ont des tempéraments fougueux. Ils ne sont pas une assemblée sans caractéristiques individuelles. Le philosophe. Bien sûr, c'est exact. Mais vous, alors même que vous parlez de démocratie, vous tentez de ne pas regarder chacun des enfants individuellement, mais de les considérer uniquement comme un groupe. De plus, vous proclamez « tout changera si nous changeons le système ». C'est plus communiste qu'autre chose. Mon point de vue est différent. Peu importe le système, démocratique, communiste ou autre, je m'occupe de la pneumonie de chaque individu, pas de la pneumonie de toute la classe. Parce que c'est toujours ce que tu as fait. Mais alors, concrètement, comment soignez-vous leur pneumonie ? C'est un autre point de divergence. Ma réponse est l'approbation, en répondant à leurs besoins d'approbation. Je comprends vraiment votre déni du besoin d'approbation, et je l'accepte activement. Cette conclusion est celle à laquelle je suis arrivé sur la base d'une expérience de première main, donc ce n'est pas un point sur lequel je céderai facilement. Dans leur quête d'approbation, ces enfants sont malades des poumons et engourdis par le froid. Pourrais-tu expliquer le raisonnement qui sous-tend ta conclusion ? En psychologie adlérienne, vous niez le besoin d'approbation. Pourquoi donc ? C'est parce qu'en raison de son espoir d'être accepté par un autre individu, une personne qui est sous l'emprise du besoin d'approbation mènera, avant même de s'en apercevoir, une vie conforme aux souhaits de cet autre individu. En d'autres termes, elle vivra la vie d'une autre personne.
Mais une personne ne vit pas pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, que cet autre soit son parent, son enseignant ou n'importe qui. Elle ne doit pas choisir un style de vie qui réponde aux attentes de cette personne. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Lorsqu'on est constamment préoccupé par la manière dont on est jugé par les autres, on ne parvient plus à vivre sa propre vie. Cela devient une manière de vivre qui n'est plus libre et nous devons être libérés. Et si nous espérons trouver la liberté, nous ne devons pas chercher l'approbation. Cette compréhension n'est pas erronée, n'est-ce pas? Non, elle ne l'est pas. C'est une histoire merveilleuse, vraiment courageuse, mais vous savez, nous ne parvenons malheureusement pas à être suffisamment courageux. Même vous, si vous observiez la situation réelle avec les élèves au quotidien, vous comprendriez. Ils mettent tout en œuvre pour jouer les durs, mais au fond d'eux, ils manquent terriblement d'assurance. Ils ne semblent tout simplement pas capables d'avoir confiance en eux-mêmes et ils souffrent de sentiments d'infériorité. Ils ont besoin de l'approbation d'autres personnes. C'est tout à fait ça. Ne soyez pas d'accord avec tant de désinvolture, espèce de Socrate périmé. Écoutez, le genre de personnes dont vous parlez ne sont que des statues de David. Des statues de David? Oui, vous connaissez le David, cette célèbre sculpture de Michel-Ange, n'est-ce pas? C'est la représentation idéale du corps humain, parfaitement proportionné et musclé, sans une once de graisse. Mais c'est une image idéale suprême, dépourvue de chair et de sang, et non pas un être humain qui existe dans la réalité. Les véritables humains ont des maux d'estomac et saignent. Vous parlez toujours des gens comme s'ils étaient cette statue idéale de David. Ah, c'est une manière intéressante de l'exprimer. Quant à moi, je me concentre sur des personnes vivantes. Je parle d'enfants sensibles, très individualistes, maladroits et à fleur de peau à tout point de vue. Je dois répondre à ce besoin d'approbation pour chacun d'eux individuellement, et d'une manière plus saine. En un mot, je dois les féliciter. Si je ne le fais pas, ils ne pourront pas retrouver le courage qu'ils ont perdu. Vous portez le masque d'un homme vertueux, mais vous tenez les faibles à distance. Vous avez des théories idéalistes sur l'héroïsme et la bravoure, mais rien qui vaille pour les personnes réelles. Je vois. Si mes paroles ont pu faire penser à des théories idéalistes et irréalisables, ce n'était pas mon intention. La philosophie doit être une recherche solidement ancrée dans le réel, en ayant conscience que les idéaux que nous poursuivons sont des idéaux. Adoptons un autre angle pour considérer les raisons pour lesquelles la psychologie adlérienne n'accepte pas le besoin d'approbation. Ah, vous voilà en train de tenter de tout justifier, comme Socrate. L'expression « sentiment d'infériorité » que tu viens d'évoquer est essentielle. Vous voulez parler de sentiment d'infériorité? D'accord, je suis un expert en sentiment d'infériorité. Le saviez-vous? Tout d'abord, durant l'enfance, tous les humains sans exception vivent avec des sentiments d'infériorité. C'est une base majeure de la psychologie adlérienne. Sans exception? Tout à fait. L'être humain est probablement le seul être vivant dont le corps est plus lent à se développer que l'esprit, tandis que chez d'autres créatures, l'esprit et le corps se développent à la même vitesse. Ce n'est que chez l'homme que le développement de l'esprit se produit en premier, tandis que celui du corps accuse un retard. En un sens, nous sommes des créatures qui vivent pieds et poings liés, parce que si nos esprits sont libres, nos corps ne le sont pas. Voilà un point de vue intéressant. En conséquence, les enfants humains doivent lutter contre cet écart entre les aspects mentaux de ce que je veux faire et les aspects physiques de ce que je peux faire. Il y a d'autres choses que les adultes autour d'eux sont capables de faire, mais pas eux. Cette étagère où les adultes rangent les choses est hors de leur portée. Ces pierres que les adultes peuvent porter sont trop lourdes pour eux, et les sujets de leur conversation ne sont pas des choses dont ils peuvent parler. Les enfants éprouvent ce sentiment d'impuissance, ou on pourrait dire d'incomplétude de soi, et en règle générale, ils ne peuvent s'empêcher d'éprouver des sentiments d'infériorité. En d'autres termes, ils commencent leur vie en tant qu'être incomplets. Oui, bien sûr, les enfants ne sont pas incomplets en tant que personnes, c'est juste que la croissance de leur corps n'a pas encore rattrapé celle de leur esprit. Mais les adultes ne s'intéressent qu'à leurs besoins physiques et se mettent à les materner. Ils n'essaient pas de s'intéresser à l'esprit des enfants. C'est pourquoi il est normal que les enfants souffrent de sentiments d'infériorité, parce que même si leur esprit n'est pas différent de celui des adultes, leur valeur en tant qu'être humain n'est pas reconnue. Tous les humains commencent leur vie en tant qu'être incomplets, de sorte qu'ils éprouvent tous des sentiments d'infériorité. C'est un point de vue assez pessimiste.
Ce n'est pas totalement mauvais, car plutôt qu'un handicap, ce sentiment d'infériorité a toujours été un stimulant pour les efforts et la croissance. Comment cela? Si les jambes humaines étaient aussi rapides que celles des chevaux, personne n'aurait jamais inventé la calèche, et probablement pas non plus les véhicules à moteur. Si nous pouvions voler comme des oiseaux, personne n'aurait jamais inventé l'avion. Si nous avions une fourrure comme celle d'un ours polaire, personne n'aurait jamais inventé les vêtements d'hiver. Et si nous pouvions nager comme les dauphins, nous n'aurions jamais eu besoin non plus de bateaux ou de boussoles de marine. La civilisation est le produit de la nécessité de compenser la faiblesse biologique de l'être humain, et l'histoire de l'espèce humaine est l'histoire de son triomphe sur son infériorité. C'est parce que nous, les humains, nous étions faibles que nous avons été capables de construire une telle civilisation. C'est exact. Et pour pousser ce raisonnement encore plus loin, c'est grâce à cette faiblesse que les humains créent des communautés et vivent dans des relations de coopération. Depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, nous avons vécu en groupe et coopéré avec nos semblables pour chasser les animaux et élever les enfants. Ce n'est pas que nous voulions coopérer les uns avec les autres, c'est que nous étions faibles, si désespérément faibles que nous n'étions pas capables de vivre chacun pour soi. C'est grâce à cette faiblesse que les humains ont constitué des groupes et fondé la société. Ainsi, notre puissance et notre civilisation sont les fruits de notre faiblesse. A l'inverse, rien n'est plus effrayant pour les humains que l'isolement. Les personnes isolées voient non seulement leur sécurité physique menacée, mais aussi leur sécurité mentale. Car, instinctivement, nous sommes bien conscients de ne pouvoir vivre seuls. Par conséquent, nous aspirons toujours à une connexion forte avec d'autres personnes. Comprends-tu ce que cela signifie? Non, qu'est-ce que ça signifie? Tout le monde a intrinsèquement en soi un instinct grégaire, et c'est quelque chose qui est profondément lié à l'identité humaine. Tout comme on n'imagine pas une tortue sans sa carapace ou une girafe au cou court, il n'existe pas d'être humain totalement coupé des autres. Le sentiment de communauté n'est pas quelque chose que l'on acquiert, mais quelque chose que l'on cultive en soi. C'est pourquoi il peut être partagé comme un sentiment. Comme l'explique Adler, le sentiment de communauté est toujours le reflet de la faiblesse du corps dont nous ne pouvons pas être séparés. Un sentiment de communauté découlant de la faiblesse humaine. Les êtres humains sont physiquement faibles, mais l'esprit humain est sans pareil, bien plus fort que celui de tout autre animal. Je suis certain que tu sais assez bien à quel point passer ses journées en compétition avec ses camarades est contraire au principe de la nature. Le sentiment de communauté n'est pas un idéal utopique, c'est un principe fondamental de la vie qui est ancré en nous, les humains. Le sentiment de communauté, ce concept clé de la psychologie adlérienne qu'il a mis si longtemps à saisir et dont la vérité intérieure avait été insondable, était désormais aussi clair que le jour à ses yeux. C'est à cause de leur faiblesse physique que les humains créent une communauté et qu'ils vivent dans des relations de coopération. Les êtres humains recherchent toujours la connexion avec d'autres êtres humains. Le sentiment de communauté existe intrinsèquement dans l'esprit de chacun. Le philosophe dit « Développez votre propre sentiment de communauté et recherchez une connexion avec d'autres personnes. » À grand-peine, le jeune homme se hasarda à poser une question. Le courage d'être moi-même. Le jeune homme mais pourquoi l'existence de ce sentiment d'infériorité et de ce sentiment de communauté est-elle liée au fait de ne pas accepter le besoin d'approbation? S'approuver mutuellement devrait en réalité renforcer la connexion. Le philosophe: Eh bien, à ce stade, il serait utile que tu te remémores les 5 étapes du comportement problématique. D'accord, je les ai notées ici, dans mon carnet. L'objectif des élèves qui sont en constante demande d'admiration, qui se lancent dans l'attraction de l'attention et les luttes de pouvoir. T'en souviens-tu? Ils veulent être reconnus et acquérir un statut spécial au sein de la classe, c'est cela, n'est-ce pas? Oui, mais que signifie acquérir un statut spécial? Pourquoi cherche-t-il à obtenir cela? Quelle est ton opinion à ce sujet? Je suppose que c'est parce qu'ils veulent être respectés, considérés comme supérieurs et ce genre de choses. À proprement parler, non. Dans la psychologie adlérienne, le besoin le plus fondamental d'un être humain est le sentiment d'appartenance. En bref, nous ne voulons pas être isolés. Nous voulons véritablement éprouver le sentiment que c'est bien d'être ici.
Parce que l'isolement mène à la mort sociale et à terme même à la mort biologique. Alors, comment peuvent-ils trouver ce sentiment d'appartenance ? En acquérant une position particulière au sein de la communauté et en ne devenant pas n'importe qui. En ne devenant pas n'importe qui ? C'est exact, leur irremplaçable moi ne doit pas devenir n'importe qui. Ils doivent s'assurer un endroit où ils pourront être entièrement eux-mêmes à tout moment. Ils ne doivent permettre aucune hésitation à leur sentiment d'appartenance selon lequel c'est bien d'être ici. Si c'est ainsi, cela confirme plus encore mon point de vue. En les félicitant et en répondant à leurs besoins sincères d'approbation, on leur transmet « Vous n'êtes pas un être incomplet et vous avez de la valeur. Il n'y a pas d'autre chemin. » Tu as tort, car malheureusement, s'ils continuent dans cette direction, ils ne pourront pas réaliser leur véritable valeur. Mais pourquoi donc ? L'approbation ne connaît pas de fin, donc ils reçoivent des félicitations et de l'approbation de la part des autres. En conséquence, ils peuvent prendre conscience de manière éphémère de leur propre valeur. Cependant, tout sentiment de joie ainsi acquis ne sera rien de plus que quelque chose qu'ils auront obtenu de l'extérieur. Ils ne seront pas différents des poupées mécaniques qui ne bougent pas tant que quelqu'un ne les a pas remontées. Peut-être que oui, mais la personne qui n'est capable de se sentir vraiment heureuse que lorsqu'elle est félicitée cherchera toujours à être félicitée davantage, et ce, jusqu'au tout dernier instant de sa vie. Étant donné qu'elle a été laissée dans une position de dépendance, une telle personne mènera une vie de recherche incessante, une vie non épanouissante. Mais alors, que faut-il faire ? Au lieu de chercher l'approbation, il faut s'approuver soi-même avec son propre esprit. S'approuver soi-même. Laisser une autre personne décider de la valeur de moi n'est rien d'autre que de la dépendance, tandis que déterminer soi-même la valeur de moi est ce qu'on appelle l'autonomie. Quel est le choix qui mènera à une vie heureuse ? La réponse devrait être claire. La valeur d'une personne n'est pas déterminée par quelqu'un d'autre. C'est impossible, nous n'avons pas confiance en nous et c'est justement pourquoi nous avons besoin de l'approbation des autres. C'est probablement parce que nous n'avons pas assez de courage pour être normaux. Pourtant, c'est bien d'être comme nous sommes. Ta place est là, sans que tu aies besoin d'être quelqu'un de spécial ou d'exceptionnel. Acceptons notre moi ordinaire, acceptons-nous nous-mêmes comme étant tout le monde. Je suis un tout le monde ordinaire, sans qualités exceptionnelles. Ne l'es-tu pas ? Ah, prononcer de telles insultes vous vient parfaitement naturellement, n'est-ce pas ? C'est la plus grande insulte que j'ai jamais reçue de ma vie. Ce n'est pas une insulte, je suis une personne normale, et être normal est un aspect de l'individualité. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. Assez de plaisanterie, espèce de sadique. Quelle personne aujourd'hui ne prendrait pas comme une insulte qu'on lui dise « Vous êtes un être humain tout à fait commun et ordinaire » ? Quelle personne serait réconfortée en entendant « C'est aussi ça l'individualité » et vous prendrait au sérieux ? Si tu te sens insulté par ces mots, c'est probablement parce que tu essaies encore d'être un « moi spécial ». Par conséquent, tu recherches l'approbation des autres. Ainsi, tu cherches à gagner l'admiration et à attirer l'attention, et tu continues à vivre dans le contexte d'un comportement problématique. Arrêtez ça, mais arrêtez vos délires. Écoute, au lieu de valoriser le fait d'être différent des autres, valorise le fait d'être toi-même. C'est cela, la véritable individualité. Une manière de vivre dans laquelle on se compare aux autres et dans laquelle on essaie d'accentuer uniquement sa différence au lieu d'être soi-même. C'est une manière de vivre dans laquelle on trompe les autres, ainsi que soi-même. Selon vous, plutôt que de mettre l'accent sur ma différence par rapport aux autres, je devrais valoriser le fait d'être moi-même, même si c'est médiocre. Oui, parce que ton individualité n'est pas quelque chose de relatif, elle est absolue. Eh bien, parlons de la conclusion à laquelle je suis arrivé en ce qui concerne cette individualité et tout cela. C'est une conclusion qui semble indiquer les limites de l'éducation scolaire. J'aimerais bien entendre cela. Ce comportement problématique est dirigé contre vous. Le jeune homme : j'ai toujours hésité à exprimer cela ou non, mais nous y sommes. Il est temps de dire les choses franchement. Quelque part en moi, je sens que l'éducation scolaire a des limites. Le philosophe : des limites ? C'est exact. Pour nous, enseignants, il y a une limite à ce qui peut être fait.
Que veux-tu dire par là ? Dans ma classe, il y a des élèves brillants et des extravertis. Il y a aussi des élèves modestes et discrets. Pour reprendre la terminologie d'Adler, chacun a son style de vie ou sa vision particulière du monde. Personne n'est comme les autres. C'est cela, l'individualité, n'est-ce pas ? Oui. Alors, d'où leur viennent ces styles de vie ? Sans aucun doute de leur famille. En effet, l'influence de la famille est assez forte. Les élèves passent la majeure partie de leur journée à leur domicile et ils partagent la vie quotidienne elle-même avec leur famille dans des espaces extrêmement proches, sous un même toit. Certains parents sont passionnés par l'éducation, tandis que d'autres sont passifs lorsqu'il s'agit d'élever des enfants. De nombreuses familles ont des parents divorcés ou séparés ou ont perdu un parent. Il y a également des différences de situation économique, bien sûr. Il y a aussi des parents qui maltraitent leurs enfants. Oui, malheureusement, il y en a. D'un autre côté, le temps que nous, les enseignants, pouvons consacrer à chaque élève n'est que de quelques années, jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. En comparaison avec les parents, qui peuvent s'engager durant presque toute la vie, les conditions diffèrent vraiment trop. Et qu'est-ce que tu en conclus ? Tout d'abord, l'éducation au sens large, qui inclut la formation de la personnalité, relève de la responsabilité de la famille. Autrement dit, dans le cas d'un enfant violent à problème, il revient aux parents d'assumer sans équivoque la responsabilité d'avoir élevé un tel enfant. Cette responsabilité ne peut pas être attribuée à l'école. Par conséquent, ce qu'on attend de nous, enseignants, c'est une éducation au sens strict, c'est-à-dire une éducation au niveau du programme scolaire. Nous ne pouvons pas nous impliquer plus que cela. J'ai plutôt honte de cette conclusion, mais c'est la réalité. Je vois. Adler rejetterait probablement cette conclusion d'emblée. Pourquoi ? Comment ? Car, il faut bien le dire, la conclusion que tu en retires fait fi de la personnalité des enfants. Elle ne tient pas compte de leur personnalité ? Dans la psychologie adlérienne, nous examinons toutes sortes de paroles et d'actes humains en termes de relations interpersonnelles. Par exemple, lorsqu'une personne s'est entaillée les poignets ou s'est automutilée, nous ne considérons pas que cette conduite ne vise rien, ni personne. L'acte d'automutilation est dirigé contre quelqu'un, tout comme nous l'avons vu avec le comportement problématique de vengeance. En d'autres termes, nous pensons que pour tous les mots et tous les actes, il y a une autre partie contre laquelle ils sont dirigés. Et puis, mais comment se comportent au sein de leur famille les élèves dont tu as la charge ? C'est quelque chose qu'il nous est impossible de savoir. Il est cependant douteux qu'ils présentent exactement le même visage qu'à l'école, car qu'ils agissent du visage qu'ils montrent à leurs parents, de celui qu'ils montrent à leurs professeurs, à leurs amis ou à leurs camarades de classe d'âge et de niveau divers, personne ne présente constamment le même visage. Eh bien, peut-être en effet. Et maintenant, il y a un élève dans ta classe qui se livre à plusieurs reprises à un comportement problématique. Contre qui ce comportement problématique est-il dirigé ? Contre toi, bien sûr. Quoi ? Lorsque cet élève met le masque du visage qu'il te montre, il adopte à plusieurs reprises un comportement problématique dirigé contre toi et personne d'autre. Ce n'est pas le problème des parents. C'est un problème qui a entièrement surgi dans leur relation entre toi et l'élève. Êtes-vous en train de dire que leur éducation à la maison n'a pas d'importance ? Nous ne pouvons pas le savoir. Et nous ne pouvons pas intervenir. En tout état de cause, cet élève te fait face en cet instant et il a décidé quelque chose du genre « je vais perturber la classe de cet enseignant » ou « je vais ignorer les devoirs que le prof m'a assignés ». Bien sûr, il y a des cas dans lesquels un élève continue d'adopter un comportement problématique à l'école tout en décidant « face à mes parents, je serai un enfant sage ». Comme c'est un comportement qui s'adresse à toi, il te faut avant tout l'assumer. C'est une tâche que je dois résoudre dans ma classe ? Exactement, parce que c'est à toi qu'il demande de l'aide, à toi et personne d'autre. Ces enfants continuent d'adopter des comportements problématiques uniquement dirigés contre moi. De plus, ils le font directement devant toi et ils choisissent des moments où ils se trouvent dans ton champ de vision. Ils cherchent un endroit où se situer dans un autre monde qui n'est pas leur chez-soi, c'est-à-dire dans ta classe. Par respect, tu dois leur montrer cet endroit où se situer. Pourquoi une personne veut devenir un sauveur ? Le jeune homme ? Adler est absolument terrifiant.
Si je ne l'avais pas étudié, je n'aurais pas eu à lutter comme ça. J'aurais sans aucun doute dirigé mes élèves dans ma tête, houspillant ceux qui devraient être réprimandés et félicitant ceux qui devaient l'être, tout comme le font les autres enseignants. Les élèves m'en auraient été reconnaissants et j'aurais pu assumer le rôle d'enseignant comme ma vocation. Plus que jamais, j'aurais aimé ne jamais avoir entendu parler de tous ces idéaux. Le philosophe. Il est vrai qu'une fois qu'on connaît la manière de penser d'Adler, on ne peut plus revenir en arrière. Beaucoup de gens qui ont été exposés à Adler essaient, tout comme toi, de l'ignorer en disant « c'est une théorie idéaliste » ou « ce n'est pas scientifique ». Pourtant, ils ne parviennent pas à y renoncer. Quelque part, au fond d'eux-mêmes, demeure un sentiment d'incongruité. Ils ne peuvent s'empêcher d'être conscients de leurs mensonges. On pourrait véritablement appeler cela une puissante thérapie de la vie. Mettons de l'ordre dans les points de discussion que nous avons abordés jusqu'à maintenant. Tout d'abord, il ne faut pas réprimander les enfants, parce que les réprimander est une conduite qui porte atteinte au respect de l'autre. Et la colère et la réprimande sont des moyens de communication peu coûteux, immatures et violents. Est-ce que c'est correct ? Oui. Et encore une fois, il ne faut pas féliciter non plus. Les félicitations suscitent le principe de compétition au sein de la communauté et implantent chez l'enfant une vision du monde ou un style de vie selon lesquels les autres sont mes ennemis. C'est exact. En outre, les réprimandes et les félicitations, ou en d'autres termes la récompense et la punition, font obstacle à l'autonomie de l'enfant, parce que la récompense et la punition constituent un comportement dont le but est de tenter de garder l'enfant sous son contrôle, et les adultes qui ont recours à ce comportement ont, quelque part au fond d'eux, peur de l'autonomie de l'enfant. Ils veulent que l'enfant reste un enfant pour toujours. Par conséquent, ils utilisent cette récompense et cette punition pour retenir les enfants, avec des prétextes tels que « je fais cela pour toi » ou « c'est parce que je m'inquiète pour toi ». Ils essaient de faire en sorte que l'enfant reste un enfant. Ce genre d'attitude chez les adultes ne comporte aucun respect et ne permet pas l'établissement de bonnes relations. Ce n'est pas tout. Adler nie même le besoin d'approbation. Il dit que nous ne devrions pas chercher l'approbation des autres, mais plutôt nous orienter vers notre propre approbation de nous-mêmes. Oui, c'est un problème qui devait être considéré dans le contexte de l'autonomie. Je sais, l'autonomie signifie déterminer soi-même sa propre valeur, l'attitude du besoin d'approbation consistant à essayer d'amener une autre personne à décider de notre valeur n'est que de la dépendance. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas ? Oui, certains, en entendant le terme autonomie, ne sont capables de considérer que ces aspects économiques. Mais il y a des enfants de 10 ans qui sont autonomes, tandis qu'il y a des cinquantenaires et des sexagénaires qui ne le sont pas. L'autonomie est une question de psychisme. Très bien, c'est certainement une merveilleuse logique. En tant que philosophie présentée ici, du moins dans cette étude, elle est absolument irréprochable. Mais tu n'es pas satisfait de cette philosophie. Ah, vous avez raison, je ne le suis pas. Si tout cela se limite à la philosophie, et s'il n'est pas possible de le transporter à un niveau scientifique pratique qui tienne la route en dehors des murs de cette étude, et en particulier dans ma classe, alors je ne pourrais pas y adhérer. C'est vous qui m'avez amené à Adler. Bien sûr, c'est à moi qu'il revient de prendre la décision finale. Mais si vous ne faites qu'énoncer des interdictions, il ne faut pas faire ceci, et il ne faut pas faire cela, et ainsi de suite, sans proposer d'autres opinions, je ne sais pas quoi faire. Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas revenir à l'éducation de la récompense et de la punition, et je ne suis pas non plus prêt à faire entièrement confiance à l'éducation d'Adler. La réponse est probablement très simple. Bien sûr, c'est probablement simple pour vous, parce que tout ce que vous avez été capable de dire, c'est « crois en Adler, choisis Adler ». Non, que tu abandonnes ou non Adler n'a pas d'importance à ce stade. La chose la plus importante à faire pour le moment est de nous éloigner du sujet de l'éducation. Nous éloigner de l'éducation ? Je te dis cela en toute amitié. Tu as parlé d'éducation toute la journée, mais ce n'est pas là que résident tes véritables problèmes. Tu n'as pas encore appris à être heureux. Tu n'es pas capable d'avoir le courage d'être heureux. Et tu n'as pas choisi la voie de l'éducation parce que tu voulais sauver des enfants. C'est toi qui voulais être sauvé par le fait de les sauver. Pardon ? En sauvant une autre personne, on essaie d'être sauvé soi-même. En se faisant passer pour une sorte de sauveur, on tente de mesurer sa propre valeur. C'est une forme de sentiment de supériorité dans laquelle tombent souvent les personnes qui ne parviennent pas à dissiper leur sentiment d'infériorité, et on l'appelle généralement le complexe du Messie.
C'est une perversion mentale consistant à vouloir être un messie, un sauveur des autres. Ne vous moquez pas de moi, que suggérez-vous là, tout d'un coup ? Élever ainsi la voix sous le coup de la colère est aussi l'expression d'un sentiment d'infériorité. Lorsque nos sentiments d'infériorité sont éveillés, nous tentons de les résoudre en recourant à l'émotion de la colère. L'important est de savoir ce dont nous allons parler maintenant. Le sauvetage réalisé par une personne malheureuse ne va pas plus loin que l'autosatisfaction et ne rend personne heureux. Tandis que tu t'efforces de sauver des enfants, tu es en réalité toi-même toujours en proie au malheur. Tu espères simplement faire la démonstration de ta propre valeur. Et, si tel est le cas, il ne sert à rien de rebondir sur plus de théories de l'éducation. Trouve le bonheur par toi-même, avant tout. Sans cela, toute discussion dans laquelle nous nous engageons ici risque de se terminer par un échange d'invectives stériles. Des invectives stériles, cette discussion sera donc stérile. Si tu décides de ne pas modifier l'état des choses, je respecterai cette décision. Tu pourras retourner à l'école tel que tu es maintenant. Mais si tu choisis de changer, aujourd'hui est le seul jour où tu pourras le faire. C'est quelque chose qui va au-delà du travail ou de l'éducation et qui consiste à remettre en question ta vie elle-même. Retire-toi de la discussion sur l'éducation. Ton but n'est pas de sauver les enfants, tu es juste englué dans une spirale de malheur et tu veux te sauver grâce à l'éducation. Pour le jeune homme, ces mots équivalaient à une lettre de recommandation de démission, qui niait tout son être d'éducateur. J'ai ouvert les yeux sur la lumière brillante d'Adler et j'ai mis mon cœur sur la voie de l'éducation face à toutes sortes de difficultés, et c'est le traitement qui m'attendait. Et puis, une pensée lui vint à l'esprit. Je me demande si c'est ce qu'ont ressenti les Athéniens lorsqu'ils ont informé Socrate de sa condamnation à mort. Cet homme est trop dangereux. Si on le laisse libre de ses actes, la passion de son nihilisme se répandra dans le monde entier. L'éducation est l'amitié et non pas le travail. Le jeune homme: vous devriez m'être reconnaissant pour ma maîtrise de moi-même. Si vous m'aviez tenu ces propos il y a 10 ou même 5 ans, je n'aurais pas été capable de me contrôler suffisamment et je vous aurais probablement déjà envoyé ce point dans la figure. Le philosophe: eh bien, ce ne serait pas une bonne chose, mais je vois ce que tu veux dire. Adler lui-même a parfois été victime de violences de la part de ses clients. Je veux bien le croire, ce sont que des récompenses pour avoir soutenu des points de vue aussi extrêmes. À un moment, l'un des patients d'Adler était une jeune fille qui souffrait d'une grave maladie mentale. Cela faisait déjà 8 ans qu'elle était aux prises avec des symptômes, et 2 ans avant leur rencontre, on avait jugé nécessaire de l'interner dans une institution. À propos de leur première rencontre, Adler a déclaré « Elle a aboyé comme un chien, elle a craché, déchiré ses vêtements et tenté de manger son mouchoir. » Mais ça dépasse le cadre du conseil. En effet, ses symptômes étaient graves, au point que son médecin avait fait une croix sur son cas. Puis, il a contacté Adler, lui demandant s'il ne pourrait pas faire quelque chose pour l'aider. Et il l'a fait. Il l'a fait. À la fin, elle a complètement récupéré et elle a réussi à réintégrer la société, à gagner sa vie et à vivre en harmonie avec son entourage. Comme l'a raconté Adler, parmi les gens qui la voient maintenant, personne ne pourrait imaginer qu'elle ait jamais souffert de folie. Quel genre de magie a-t-il utilisé ? Il n'y a pas de magie dans la psychologie adlérienne. Adler s'est contenté de parler à cette jeune fille. Il lui a parlé pendant 8 jours d'affilée, mais elle n'a pas prononcé le moindre mot. Il a continué de la conseiller, et après 30 jours, elle s'est mise à parler de manière confuse et inintelligible. Adler a compris que la raison pour laquelle elle se comportait comme un chien était la suivante. Elle avait le sentiment d'avoir été traitée comme un chien par sa mère. Elle ignorait si elle avait réellement été traitée de cette manière, mais à tout le moins, c'est ce qu'elle ressentait. Et comme acte de rébellion contre sa mère, elle avait inconsciemment résolu de jouer réellement le rôle d'un chien. Comme une espèce d'automutilation, pour ainsi dire. Exactement, c'était de l'automutilation. Sa dignité en tant qu'être humain avait été blessée, et elle maintenait elle-même cette plaie béante. C'est pourquoi Adler lui a parlé patiemment, d'être humain à être humain, d'être égal à égal. Je vois. Il a continué à la conseiller de cette manière pendant un certain temps.
Mais un jour, elle s'est soudain mise à le frapper. Qu'a fait Adler après cela? Il n'a opposé aucune résistance et lui a permis de le frapper. Lorsque, emportée par son impulsion, la jeune fille a cassé une vitre et s'est entaillé la main avec le verre, Adler a tranquillement pansé sa plaie. On dirait un épisode tout droit sorti de la Bible, n'est-ce pas? Vous essayez de faire passer Adler pour un espèce de saint. Désolé, mais je ne suis pas si facilement dupe. Adler n'était pas un saint, bien sûr, et dans ce cas, il n'a pas non plus choisi la voie de la non-résistance d'un point de vue moral. Alors, pourquoi n'a-t-il pas opposé de résistance? Adler a expliqué que lorsque la jeune fille s'est mise à parler, il a eu le sentiment d'être son amie. Et quand elle s'est mise à l'attaquer sans raison, il l'a simplement laissé me frapper tout en prenant un air amical. En d'autres termes, Adler n'a pas interagi avec la jeune fille dans le cadre de son travail ou de sa profession, mais en tant qu'ami. Admettons qu'un de tes amis qui souffre de troubles mentaux depuis longtemps soit soudain devenu confus et qu'il se mette à te frapper. Si tu peux imaginer une telle scène, tu peux peut-être voir que les actes d'Adler ne sortaient absolument pas de l'ordinaire. D'accord, je peux comprendre cela si la personne est vraiment une amie. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons répéter à ce stade. Il s'agit de l'affirmation. Le conseil est une rééducation à l'autonomie et le conseiller est un éducateur. Il faut ajouter à cela la définition suivante. L'éducateur est un conseiller. Adler, qui était à la fois conseiller et éducateur, interagissait avec chaque client comme un ami. Ainsi, toi aussi tu devrais interagir avec chacun de tes élèves comme un ami. Parce que toi aussi, tu es un éducateur et un conseiller. Quoi? La raison pour laquelle tu as échoué dans l'enseignement de style adlerien et ne parviens toujours pas à trouver le véritable bonheur est simple. C'est parce que tu as évité les 3 tâches de la vie que sont le travail, l'amitié et l'amour. Les tâches de la vie? Tu essaies maintenant de considérer tes élèves comme un travail, mais comme le monde Adler, à partir de sa propre expérience, ta relation avec tes élèves est une amitié. Tu es parti du mauvais pied, et si tu ne fais rien, il est impossible que tes cours se passent bien. Vous dites n'importe quoi, me comporter en ami avec ses enfants? On ne se comporte pas comme s'il en était ainsi. On construit une relation d'amitié au sens propre du terme. Vous vous trompez, je suis fier d'être un éducateur professionnel. C'est justement parce que je suis un professionnel et parce que c'est un travail pour lequel je perçois une rémunération que je suis en mesure de porter cette grande responsabilité. Je comprends ce que tu veux dire, mais mon avis reste inchangé. La relation que tu dois établir avec tes élèves est une relation d'amitié. Il y a 3 ans, nous n'avons pas réussi à discuter assez profondément des tâches de la vie. Une fois que tu les auras comprises, je pense que tu devrais être en mesure de saisir le sens de la phrase avec laquelle j'ai commencé nos entretiens aujourd'hui, le choix le plus important de la vie, et aussi la signification du courage d'être heureux. Et si je ne suis pas convaincu, alors tu devrais tout simplement abandonner Adler et m'abandonner moi aussi. C'est drôle, vous êtes vraiment sûr de vous, n'est-ce pas? C'est la fin de cette 3e partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'avez-vous tiré comme leçon de cette 3e partie? On va se diriger vers comment avoir le courage d'être heureux, puisqu'a priori, le professeur aurait un complexe d'infériorité. Et c'est pour ça qu'il mettrait des barrières avec ses élèves. Il devrait les traiter d'amis à amis, d'égal à égal. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais est-ce qu'il faut l'entendre ainsi? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des professeurs dans l'écoute? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans chaque boulot. Moi, je travaille avec des gens, effectivement, et ces gens-là, même avant Adler, j'essayais de les traiter d'égal à égal. Je me sentais pas supérieur à eux, même si je pratique ce boulot et qu'eux n'y connaissent rien dans le boulot que je pratique. Et puis, on essaye de s'adapter quand même à eux, sans les prendre de haut, en restant d'égal à égal, en leur expliquant normalement, et en expliquant que nous aussi, à un moment donné, moi, j'avais pas compris certaines choses et que je les comprends maintenant. Et en général, ça passe très bien, et c'est vrai qu'on lit tout de suite une relation d'amitié, parce qu'on parle avec ces gens, ils nous dévoilent des choses, on peut parler, on n'est pas obligé de parler de boulot, en fait, tout le temps, on peut parler d'autres choses, et du coup, ça me met à un sentiment d'égalité, il n'y a pas un des deux qui est supérieur, et vraiment, cette relation horizontale que parle
ce bouquin, qu'Adler parle, et pas d'une relation verticale. Et en fait, on peut le transposer assez facilement dans le travail. Bien avant d'avoir lu ce livre, c'est quelque chose que certains, ça sera naturel pour eux, et d'autres vont jouer de leur rôle hiérarchique pour effectivement appuyer sur les points faibles des autres, ce qui est complètement bête, et je ne trouve pas qu'on tirerait une grande gloire de ce genre de comportement. En tout cas, si les gens sont comme moi, je pense que vous savez aussi que si on vous parle comme ça, eh ben, en fait, vous n'obtiendrez rien on n'obtiendra rien de vous, parce que juste on nous prend pour des ânes entre guillemets, et on a passé l'âge justement. On nous dit parlez, vous me parlez comme un gosse. Là, ça prend tout son sens, bien qu'a priori qu'avec les enfants, il ne faudrait pas être comme ça, même si c'est un peu plus dur à jauger. Mais si on va vraiment sur cette continuité de ligne de vie, eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait transposer aux enfants, c'est-à-dire d'être égal à égal avec eux, tout en leur inculquant les choses, mais d'une manière, on va dire, bah, c'est dur, difficile à décrire, pas d'égal à égal, parce qu'on a plus de connaissances que les enfants, mais leur apprendre d'une manière à ce qu'ils les comprennent bien, et qu'ils voient que, en fait, eux aussi nous apportent des choses, et du coup, bah, c'est du donnant-donnant. Je pense que c'est des bonnes relations à avoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je réagis un peu à chaud comme ça, après la lecture, comme d'habitude. Vous savez, quand je lis un bouquin, je vous l'ai déjà dit, bah, en parlant à voix haute, je me concentre pas autant que si je me mettais dans un coin, dans ma bulle, et que je lisais, parce que bah, je dois je dois couper la vidéo, je dois couper parce que je me trompe, que je lis mal, ou des choses comme ça. Donc je suis pas concentré complètement dans ma lecture. Mais c'est ainsi que moi je vois les choses dans ce que je crois comprendre de ce livre. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse fortement. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, comme d'habitude, bonne soirée, il y a Noël qui approche, donc prenez soin de vous ou des autres, et une belle nuit si tel est le cas. À bientôt!